Voilà. Voilà. C'est formidable. Donc je répète très brièvement pour ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui n'écoutaient pas. Là, dans le fond, je vous vois discuter. Sébastien et Mélissa, là. On se concentre, on écoute, s'il vous plaît. Donc, Pierre Bourdieu nous disait notamment dans sa préface qu'il fallait alors c'est souhaiter qu'elle sache travailler à inventer et à imposer au sein même du mouvement social et en s'appuyant sur les organisations nées de la révolte contre la discrimination symbolique dont elles sont avec les homosexuels une des cibles privilégiées, des formes d'organisation et d'action collective et des armes efficaces, symboliques notamment, capables d'ébranler les institutions qui contribuent à éterniser leur subordination. Il disait que la subordination de la femme à l'homme n'était pas une subordination éternelle, mais que c'était une subordination éternisée, c'est-à-dire qu'elle ne datait pas de la nuit des temps, comme on pourrait le croire, elle est historique, il faut la réhistoriciser, il faut la dénaturaliser, il faut la désessentialiser, c'est-à-dire que la femme n'est pas naturellement inférieure à l'homme, et il faut réussir à comprendre quelles sont les institutions, quelles sont les structures, quels sont les schèmes, c'est-à-dire les dessins, les schémas de représentation qu'on a, qui font que la femme est inférieure à l'homme dans la société, et comment donner les armes aux féministes pour qu'elles les détruisent. Bonsoir, je viens voir ce qui se passe ici parce que Eldora me menace de torture si je refuse. Bah bonsoir Alicante. Bonsoir. Et bienvenue, même chose que j'ai dit plus tôt, hein, n'hésitez pas les nouveaux, et même ça m'arrange parce que je n'ai pas envie de blesser des gens, à me dire vos pronoms. Est-ce que je vous dis il ou est-ce que je vous dis elle quand vous débarquez? Comme ça, je ne mégenre personne, ce qui m'embêterait beaucoup en lisant la domination masculine, de mégenrer des gens. Et on est tout bon. Et je vais prendre ma petite gorgée de Red Bull, et on va se lancer sur le chapitre 1 de la domination masculine de Pierre Bourdieu. Donc ça va être un peu compliqué, on va essayer de s'arrêter, d'en parler. N'hésitez pas à participer au débat. Je vais faire Mahon relou, mais c'est IL. Mahon relou. Ah, Mahon, c'est marrant, je connaissais pas Mahon. Ok, c'est IL. Bah très bien, ce sera IL, donc je te genrerai neutre finalement. Y a pas de souci. Vous voyez pourquoi je fais bien de demander? Il n'y a pas que des gens dans le chat qui s'appellent Mélanie et qui se genrent au féminin. C'est parti, mes kiki. Étant inclus, donc chapitre 1, le chapitre 1 s'appelle Cœur sur toi, c'est gentil. Alors est-ce que je suis à l'endroit ou est-ce que je suis à l'envers? Je suis à l'endroit, je préfère être à l'envers, comme ça, quand je lis le chat. Ah ben non, mais là, quand je lis le chat, du coup, on a l'impression que je lis ça, donc c'est bon en fait. Donc chapitre 1, une image grossie. Quelle est cette image grossie dont va nous parler Pierre Bourdieu? On va mettre un petit peu plus de lumière, donc je vais avoir beaucoup de lumière sur ma gueule, mais c'est pas grave. Étant inclus, homme ou femme, dans l'objet que nous nous efforçons d'appréhender, nous avons incorporé sous la forme de schèmes inconscients de perception et d'appréciation les structures historiques de l'ordre masculin. Bon, il parle pas de patriarcat, il parle d'un ordre masculin. Quelle relaxation de t'écouter lire ça, quel plaisir. Bah, c'est gentil. Donc, on a incorporé sous la forme de schèmes inconscients. Alors les schèmes, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé en psychiatrie. C'est, vous savez, les dessins mentaux, les représentations mentales que vous faites de certaines choses. Par exemple, la manière dont vous allez concevoir votre père va vous donner une certaine image de la paternité qui va influencer tout le reste de votre vie et qui va influencer ce que vous attendez de votre père, par exemple. Super compromis. Bah nickel. J'ai pas trop de lumière sur la gueule, c'est bon. Donc, les structures historiques de l'ordre masculin. Nous risquons donc de recourir, pour penser la domination masculine, à des modes de pensée qui sont eux-mêmes le produit de la domination. C'est important de le dire. Les outils sociologiques ou de réflexion qu'on va utiliser pour réfléchir à la domination masculine seront des outils qui sont eux-mêmes, ou en tout cas des modes de pensée qui peuvent être eux-mêmes issus de la domination. Donc, ils ne se dégagent pas, t'es beau comme un cul. Je suis pâle comme un cul. Qui se dégage, je sais plus ce que je disais. Nous ne pouvons espérer sortir de ce cercle qu'à condition de trouver une stratégie pratique pour effectuer une objectivation du sujet de l'objectivation scientifique. Bon,
Cette stratégie, celle que nous allons adopter ici, consiste à transformer un exercice de réflexion transcendantale visant à explorer les catégories de l'entendement. Donc les catégories de l'entendement. L'entendement, il faut le comprendre au sens de compréhension, de comment est-ce que vous voyez le monde. Ou, pour parler comme Durkheim, les formes de classification avec lesquelles nous construisons le monde, mais qui, étant issues de ce monde, sont pour l'essentiel en accord avec lui, si bien qu'elles restent inaperçues. Donc il nous dit qu'il y a des formes de classification qui sont internes à notre façon de penser, mais qui, puisqu'elles sont issues de ce monde, puisqu'elles ont été créées par ce monde, on pourrait remplacer monde par système, puisque ces catégories de représentation ou de classification ont été créées par ce monde, elles sont en accord avec lui et donc elles sont invisibles à nos yeux parce que nous-mêmes nous avons été produits par le système. Voilà. Donc le système a produit des modes de représentation, le système nous a produit nous, donc les modes de représentation du système nous sont invisibles a priori. En une sorte d'expérience de laboratoire, celle-ci consistera à traiter l'analyse ethnographique des structures objectives et des formes cognitives d'une société historique particulière à la fois exotique et intime, étrangère et familière, celle des Berbères de Kabylie, comme l'instrument d'un travail de socio-analyse de l'inconscient androcentrique, capable d'opérer l'objectivation des catégories de cet inconscient. Alors, androcentrique, je rappelle, c'est encore une fois une autre façon de dire patriarcat. Andros, c'est l'homme, centrique, c'est donc un mode de... l'inconscient androcentrique, c'est-à-dire que c'est toutes les choses dans votre inconscient qui fait que l'homme est au centre de toutes les réflexions et de toutes les autorités. Donc il va nous parler des Berbères de Kabyle. Les Berbères de Kabyle, c'est un peuple qui vit donc en Algérie. Je crois que c'est un peuple qui vit globalement dans les montagnes, dont pour des Maghrébins, leur peau est très pâle. Et très souvent, ils ont les yeux marrons et les cheveux roux. Ça vous rappelle quelqu'un? Si ça vous rappelle quelqu'un, ce n'est peut-être pas un hasard. Je n'aurais sans doute pas pu ressaisir dans la promenade au phare de Virginia Woolf l'analyse du regard masculin qu'elle recèle. Si je ne l'avais pas reçu avec un œil informé de la vision kabyle. D'accord, bon. Les paysans montagnards, eh ben voilà, je vous disais que c'était des montagnards, j'ai visé juste. Les paysans montagnards de Kabylie ont sauvegardé par-delà les conquêtes et les conversions, et sans doute en réaction contre elles, des structures qui, protégées notamment par la cohérence pratique, relativement inaltérée, de conduite et de discours partiellement arrachés au temps par la stéréotypisation rituelle, représentent une forme paradigmatique, oulala, on a beaucoup de mots, de la vision phallo-narcissique. Alors phallo-narcissique, c'est je m'aime beaucoup, un phallo-narcissique, c'est quelqu'un qui va dire qu'il a une plus grande estime de vous que de lui que de vous parce que il a un magnifique pénis. En l'occurrence, donc phallo-narcissique, c'est les gens qui s'apprécient eux-mêmes. Ouais, phallo-narcissique, c'est un très joli mot. C'est les gens qui s'apprécient eux-mêmes parce qu'ils sont des hommes, donc qui se pensent supérieurs aux femmes parce qu'ils possèdent un truc qui gigote entre les cuisses. Et de la cosmologie androcentrique qui sont communes à toutes les sociétés méditerranéennes et qui survivent encore aujourd'hui mais à l'état partiel et comme éclatées dans nos structures cognitives et nos structures sociales. Bon, les paysans montagnards kabyles, en gros, il nous dit que malgré les conquêtes et les conversions, et sans doute en réaction contre elles, donc c'est-à-dire sans doute en réaction contre finalement la colonisation que l'Algérie a vécue de par notre pays, notre beau pays qu'est la France et qui a massacré des Algériens. Malgré toutes ces conquêtes et ces conversions, ils ont réussi à garder un système relativement phallocentrique, phallo-narcissique, androcentrique, patriarcal, très rituel, très traditionnaliste en fait. Le choix du cas particulier de la Kabylie se justifie si l'on sait, d'une part, que la tradition culturelle qui s'y est maintenue constitue une réalisation paradigmatique de la tradition méditerranéenne. Donc, à la base, c'est intéressant d'étudier les Kabyles. Pourquoi? Parce que les Kabyles n'ont pas évolué au sens de la représentation qu'ils ont de la place de l'homme et de la place de la femme dans la société par rapport aux autres civilisations méditerranéennes. Parce que justement, ils ont plutôt évolué en contradiction avec la modernité, en contradiction avec le progrès. Ce sont des paysans déjà, d'une part, et d'autre part, ce sont des paysans qu'on a essayé de coloniser, donc ils se sont renfermés sur leurs idées. Et donc,
Les étudier, c'est quelque part réussir à trouver un petit peu les origines historiques, nos origines historiques, en ce qui concerne la domination masculine, puisque nous sommes en quelque sorte une civilisation méditerranéenne, ou en tout cas notre civilisation est issue des civilisations méditerranéennes, et du coup, en voir une qui a très peu évolué à travers le temps, ça nous permet de jeter un regard sur notre propre passé. On peut s'en convaincre en consultant les recherches ethnologiques consacrées au problème de l'honneur et de la honte en différentes sociétés méditerranéennes, Grèce, Italie, Espagne, Égypte, Turquie, Kabylie, etc. Et que, d'autre part, toute l'ère culturelle européenne participe indiscutablement de cette tradition, comme l'atteste la comparaison des rituels observés en Kabylie avec ceux qui avaient été recueillis par Arnold van Gennep dans la France au début du XXe siècle. Donc on a bien quelque chose d'historique et dans le fait d'étudier une région géographique différente. En tant qu'historienne de formation, je serai un peu plus nuancé sur la question. Mais n'hésite pas à me dire si je me gourre, hein, si je dis des conneries, surtout n'hésitez pas. Ou si Bourdieu dit des conneries, mais moi j'aurais du mal à dire que Bourdieu dit des conneries là-dessus, parce que j'ai une plus grande estime de sa culture que de la mienne. Il y a eu des matriarchies dans les vallées des Pyrénées, par exemple. Oui, oui, bien sûr, mais est-ce qu'elles sont représentatives de ces sociétés méditerranéennes dont on parle, la société grecque en général, italienne, espagnole, égyptienne, etc., turque par exemple. Est-ce que oui, oui, il y a eu des sociétés matriarcales, mais est-ce que c'est pas toujours quelque chose de très marginal et de très réduit finalement en termes de, de... J'ai plus mes mots ce soir. D'espace, voilà. Non, de manière globale, il a raison. À chaque fois que les hommes l'ont pu, ils ont repris le pouvoir, cela dit. Bon. Sans doute aurait-on pu s'appuyer aussi sur la tradition de la Grèce ancienne, où la psychanalyse a puisé l'essentiel de ses schèmes interprétatifs. Alors bon, là, il pense forcément à Oedipe, notamment, grâce aux innombrables recherches d'ethnographie historique qui lui ont été consacrées. Oui, la Grèce ancienne, c'est très pratique parce qu'on a énormément de littérature, contrairement à d'autres civilisations. Mais rien ne peut remplacer l'étude directe d'un système encore en état de fonctionnement et rester relativement à l'abri des réinterprétations demi-savantes. Oui, évidemment qu'un système qui s'est effondré, un système qui appartient au passé, on va avoir une analyse dessus qui ne peut être que biaisée. Du fait de l'absence de tradition écrite. Oui, bon, demi-savante du fait de l'absence de tradition écrite. En effet, comme je l'ai déjà indiqué ailleurs, l'analyse d'un corpus comme celui de la Grèce, dont la production s'étend sur plusieurs siècles, risque de synchroniser artificiellement des états successifs et différents systèmes et surtout de conférer le même statut épistémologique à des textes qui ont soumis le vieux fond mythico-rituel à différentes réélaborations plus ou moins profondes. Critique de la psychanalyse. C'est pas rare chez Bourdieu d'avoir une critique de la psychanalyse. En gros, il dit le problème de la Grèce, c'est que la Grèce antique, c'est plusieurs siècles. Hein. La Grèce antique, c'est pas 50 ans. Donc on va prendre plusieurs idées qu'on a vues au cours de 200 piges et puis on va les rassembler comme si c'était des idées qui correspondent à toute la Grèce antique, alors qu'elles correspondent certainement à des petites périodes de temps qui se succèdent. Et puis en plus, il parle de textes qui ont soumis le vieux fond mythico-rituel à différentes réélaborations plus ou moins profondes. En l'occurrence, aujourd'hui, on sait que le complexe d'Oedipe de Freud, c'est globalement des grosses conneries. Hein. Alors déjà, il n'y a pas de lien entre le complexe d'Oedipe et l'homosexualité, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit. Et puis le complexe d'Oedipe, c'est quelque chose, enfin tout ce que Freud élabore autour de ça, c'est vraiment du gros bullshit. Hein. L'interprète qui prétend agir en ethnographie risque ainsi de traiter en informateur naïf des auteurs qui déjà agissent en quasi-ethnographe et dont les évocations mythologiques, même les plus archaïques en apparence, telles celles d'Homère ou d'Hésiode, sont déjà des mythes savants impliquant des omissions, des déformations et des réinterprétations. Donc de toute façon, on ne peut pas prendre ces textes-là pour acquis. Et que dire lorsque Michel Foucault, dans le deuxième volet de son Histoire de la sexualité, ont choisi de faire commencer à Platon l'enquête sur la sexualité et le sujet, ignorant des auteurs comme Homère, Hésiode, Échille, Sophocle, Hérodote ou Aristophane, sans parler des philosophes présocratiques, chez qui le vieux socle méditerranéen affleure plus clairement. La même ambiguïté se retrouve dans toutes les œuvres, médicales notamment, à prétention savante, dans lesquelles on ne peut distinguer ce qui est emprunté à des autorités, comme Aristote, qui sur des points essentiels convertissait lui-même en mythe savant la vieille mythologie méditerranéenne, et ce qui est réinventé à partir des structures de l'inconscient et sanctionné ou ratifié par la caution du savoir emprunté. Bon, toutes ces périodes-là, elles sont très compliquées en termes de mélange du savant et du mythique, ou du mythologique en tout cas, et effectivement, Aristote a fait beaucoup de mal à la médecine en introduisant un petit
petit peu de magie de mythologique grecque dans la médecine, quoi. La psychanalyse de manière générale. Bon, tout le monde est à peu près anti-psychanalytique. C'est cool ça. J'ai pas un... Parce que souvent, quand on parle de ça, on a un mec qui se lève au milieu de la foule et qui dit non, Freud avait raison. Et ceux qui disent que c'est de la merde n'y connaissent rien. En l'occurrence, si, je m'y connais quand même pas mal, je trouve. Notamment, j'ai eu des profs à la fac qui m'ont fait étudier Freud. Et j'ai largement eu l'occasion de comprendre que c'était de la merde. Hein. Pas tout. Pas tout, mais en très grande majorité quand même. Hein. Quand la philosophie s'empare de la psychanalyse, des fois ça donne des trucs intéressants, mais faut pas partir trop loin là-dedans. Ah oui, est-ce qu'on s'ouvre un petit Freud quotidien? Est-ce qu'on s'ouvre Marsamel qui envoie le lien de Freud quotidien? C'est un site qui met des répliques de Freud tous les jours, c'est ça? Ouais, alors on a des trucs sur l'autisme qui... ouais, non mais... Pas que du Freud, ah oui, c'est plusieurs psychanalystes. Ouais, alors allez voir le site de Mars. Il y a beaucoup de conneries. Non, bah globalement, toute la psychiatrie c'est de la merde, même dans ses courants modernes. Ces courants modernes peuvent être très chauds. Hein. Lacan a rajouté des choses par-dessus Freud qui sont quand même assez délirants. La construction sociale des corps. Donc, construction sociale, on en a déjà parlé quand même plusieurs fois. Vous savez qu'on vit dans un système qui produit des gens, qui produit des corps et qui produit des représentations. Dans un univers où, comme dans la société kabyle, l'ordre de la sexualité n'est pas constitué comme tel, et où les différences sexuelles restent immergées dans l'ensemble des oppositions qui organisent tout le cosmos, les attributs et les actes sexuels sont surchargés de déterminations anthropologiques et cosmologiques. Donc les déterminations, c'est toutes les choses qui, dans le système, dans la société dans laquelle vous vivez, vous sont données par ce système et par ces structures. Voilà. Vous êtes déterminé à penser telle chose, vous êtes déterminé à faire telle chose. Donc, l'ordre de la sexualité n'est pas constitué comme tel, et où les différences sexuelles restent immergées dans l'ensemble des oppositions qui organisent tout le cosmos. Les attributs et les actes sexuels sont surchargés de déterminations anthropologiques et cosmologiques. Bon, là-dessus, je crois qu'on est assez clair. On se condamne donc à en méconnaître la signification profonde. Si on pense selon la catégorie sexuelle du... Ah pardon. On se condamne donc à en méconnaître la signification profonde si on les pense selon la catégorie du sexuel en soi. La constitution de la sexualité en tant que telle, qui trouve son accomplissement dans l'érotisme, nous a fait perdre le sens de la cosmologie sexualisée, qui s'enracine dans une topologie sexuelle du corps socialisé, de ses mouvements, de ses déplacements, immédiatement affectés d'une signification sociale. Le mouvement vers le haut étant par exemple associé au masculin avec l'érection ou la position supérieure dans l'acte sexuel. Donc tout ça c'est des représentations qui vont être trouver leur effectuation notamment dans l'érotisme, hein. Donc dans l'acte sexuel par exemple. Je suis pas anti, il y a beaucoup de conneries mais ça reste intéressant à avoir en tête. Et je trouve ça important de l'étudier pour comprendre l'évolution des différentes options de thérapie à travers l'histoire. En l'occurrence, en termes de thérapie, j'ai vu beaucoup de choses qui laissent quand même penser que la psychanalyse fait plus de mal que de bien, en tout cas. Hein. Souvenez-vous, on parlait d'habitus quand on parlait de... Je vais juste couper le chauffage parce qu'il fait déjà très chaud, je reviens tout de suite. J'espère vraiment que j'ai tourné le robinet du radiateur dans le bon sens, parce que si c'est pas le cas, je vais mourir. Je vais finir le stream torse-poil. Vous en rêvez? Alors, on parlait d'habitus. Les habitus, c'est selon votre classe sociale, selon votre genre, selon pas selon votre genre, selon votre sexe surtout. Je vais expliquer pourquoi. Hein. Je suis pas en train de nier la théorie du genre du tout. Vous allez avoir un certain nombre de déterminations qui vont vous pousser à vous habiller de telle façon, à pratiquer tel sport, à pratiquer telle activité, à faire telles études, etc. Donc l'habitus bourgeois, c'est
être de droite, c'est faire du golf, chasser, boire du champagne, etc. Ça fait partie de l'habitus bourgeois. C'est toutes les choses qui confirment la classe à laquelle vous appartenez et toutes les choses à travers lesquelles vous-même vous allez confirmer inconsciemment que vous appartenez à telle ou telle classe sociale. C'est la preuve de votre appartenance dans laquelle vous-même vous allez mettre des efforts, sans vous en apercevoir évidemment. Et Bourdieu parlait, pour le genre, de l'habitus sexuel. Plutôt que de dire genre, il dit aussi genre évidemment, mais il parlait d'habitus sexuel parce que tout ce qui fait de vous une femme, c'est des choses que vous-même vous mettez en œuvre parce qu'on vous a dit une femme c'est ça. Donc vous-même vous mettez en œuvre différentes choses pour ressembler à une femme. Que vous ayez été assigné femme ou non à la naissance. Si vous pensez être une femme ou si vous vous sentez être une femme, vous allez avoir un habitus de femme. Essayez de tout faire, même inconsciemment, pour ressembler le plus possible à une femme. Ça, c'est un petit peu l'explication bourdieusienne du genre. En vrai, j'ai eu exactement cette réaction de quoi? La thérapie doit pas se faire via la psychanalyse. Je parlais juste du fait de s'y intéresser pour comprendre ce que les gens ont pu croire, comment les psychothérapies ont pu évoluer à travers l'histoire. D'accord. Arbitraire à l'état isolé, la division des choses et des activités, sexuelles ou autres, selon l'opposition entre le masculin et le féminin, reçoit sa nécessité objective et subjective de son insertion dans un système d'opposition homologue, haut, bas, dessus, dessous, devant, derrière, droite, gauche, droit, courbe et fourbe, sec, humide, dur, mou, épicé, fade, clair, obscur, dehors, c'est-à-dire en public, dedans, c'est-à-dire en privé, etc., qui pour certaines correspondent à des mouvements du corps. Au bas, monter, descendre, dehors, dedans, sortir, entrer. Étant semblables dans la différence, ces oppositions sont assez concordantes pour se soutenir mutuellement dans et par le jeu inépuisable des transferts pratiques et des métaphores, et assez divergentes pour conférer à chacune d'elles une sorte d'épaisseur sémantique. Donc épaisseur sémantique, c'est-à-dire une sorte de couche supérieure qui va rajouter du sens à tout ça. Le sémantique, c'est tout ce qui est lié au sens. Issu de la surdétermination par les harmoniques, les connotations et les correspondances. Donc en gros, lui, il dit qu'il va y avoir une surdétermination par des choses qui sont harmonieuses. C'est-à-dire que si vous associez le dessus à l'homme et le dessous à la femme, ça va changer notamment si vous avez des lits superposés, là où l'homme va dormir et là où la femme va dormir. Si vous faites l'amour en position du missionnaire, dans quelle position va être l'homme et dans quelle position va être la femme, etc. Le sec et l'humide, on voit aussi très bien qu'on a plus tendance à représenter des femmes humides et des hommes secs. Hein. Donc il y a des espèces de division des choses et des activités selon l'opposition entre le masculin et le féminin, et qui vont influencer par métaphore, donc c'est-à-dire par ressemblance, par analogie. J'aurais préféré qu'ils disent analogie que métaphore, mais bon, peu importe. Par analogie, vont s'appliquer à des activités que vous allez pratiquer selon que vous êtes une femme ou un homme. Disons qu'on peut voir le genre comme une continuation des performances de genre. Oui, mais c'est ça, mais performances de genre, c'est pas du langage bourdieusien. Donc Bourdieu, il doit dire habitus sexuel ou habitus de genre. Mais ça veut dire la même chose. Hein. Performance de genre ou expression de genre, ou voilà, tout ça, ça veut dire la même chose. Hein. Ou habitus sexuel, ou habitus de genre, ou habitus genré. Euh, Ça parle toujours de la psychanalyse là-dedans, ça a l'air de vous intéresser. Ça peut-être qu'un jour on lira un truc là-dessus. Ces schèmes de pensée d'application universelle enregistrent comme des différences de nature, inscrites dans l'objectivité, des écarts et des traits distinctifs, en matière corporelle par exemple, qu'ils contribuent à faire exister en même temps qu'ils les naturalisent, en les inscrivant dans un système de différence. Donc, ces schèmes de pensée, qui s'appliquent de manière universelle à la société, ces schèmes-là, donc ces représentations-là, elles enregistrent comme des différences de nature euh, euh, toutes ces différences. C'est des différences de nature, ça veut dire que naturellement, la femme va avoir cette position-là. Naturellement, la femme va être encline à ce genre de comportement. Donc, c'est ce qu'on appelle naturaliser quelque chose.
En l'occurrence, lui, il veut pas le naturaliser, il veut l'historiciser. Il veut dire que c'est pas naturel, c'est pas de naissance qu'on est comme ça, c'est pas de naissance que ces schémas-là existent, c'est historique. En les inscrivant dans un système de différences, toutes également naturelles en apparence. De sorte que les anticipations qui les engendrent sont sans cesse confirmées par le cours du monde, par tous les cycles biologiques et cosmiques notamment. Aussi ne voit-on pas comment pourrait émerger à la conscience le rapport social de domination qui est à leur principe. Donc c'est pour ça que le rapport social de domination n'arrive pas à émerger à la conscience, parce que ça nous paraît tellement naturel qu'il y ait des différences entre les hommes et les femmes, qu'elles soient corporelles ou psychiques. Donc, aussi ne voit-on pas comment pourrait émerger à la conscience le rapport social de domination qui est à leur principe et qui, par un renversement complet des causes et des effets, apparaît que, donc, c'est-à-dire que ce qu'on pense être une cause est en réalité un effet, et ce qu'on pense être un effet est en réalité une cause, apparaît comme une application parmi d'autres d'un système de relations de sens parfaitement indépendant des rapports de force. Le système mythico-rituel joue ici un rôle qui est équivalent à celui qui incombe au champ juridique dans les sociétés différenciées. Dans la mesure où les principes de vision et de division qu'il propose sont objectivement ajustés aux divisions préexistantes, il consacre l'ordre établi en le portant à l'existence connue et reconnue, officielle. Bon, tout ça c'est un petit peu de la redite de ce qu'on explique sur le fait que c'est pas naturel, c'est pas inscrit dans les lois de l'univers que la femme doit se comporter de telle ou telle façon et l'homme de telle ou telle façon. Donc la division entre les sexes paraît être dans l'ordre des choses, comme on dit parfois pour parler de ce qui est normal, naturel, au point d'en être inévitable. Elle est présente à la fois à l'état objectivé, dans les choses, dans la maison par exemple, dont toutes les parties sont sexuées, toutes les parties de la maison sont sexuées, il y a des parties qui sont féminines, il y a des parties qui sont masculines. Donc lui il dit sexué, et effectivement, je sais, aujourd'hui on dirait... Oui, alors en somme, il part de socio-constructivisme, sauf que lui, il est chiant Bourdieu sur le terme constructivisme. Ah non, lui, il dit pas qu'il est pas constructiviste, il dit qu'il est pas structuraliste. Mais en quelque sorte, oui. Hein. Pour parler de ce qui est normal, naturel, au point d'en être inévitable, elle est présente à la fois à l'état objectivé dans les choses, dans la maison par exemple, dont toutes les parties sont sexuées. Effectivement, aujourd'hui, on dirait genré. Hein. Dans tout le monde social et à l'état incorporé dans les corps, dans les habitus des agents, fonctionnant comme système de schèmes de perception, de pensée et d'action. Là où les besoins de la communication, je parle comme ici de catégories ou de structures cognitives, au risque de paraître tomber dans la philosophie intellectualiste que je n'ai cessé de critiquer, il vaudrait mieux parler de schèmes pratiques ou de dispositions. Le mot catégorie s'imposant parfois parce qu'il a de la vertu de désigner à la fois une unité sociale, la catégorie des agriculteurs, et une structure cognitive et de manifester le lien qui les unit. Bon, peu importe. C'est la concordance entre les structures objectives et les structures cognitives, donc entre les structures objectives, les structures qu'on peut percevoir et qu'on peut penser immuables, et les structures cognitives, donc les structures du connaître, les structures du cerveau, les structures de la façon de penser. Donc c'est-à-dire entre la conformation de l'être et les formes du connaître. Donc la conformation de l'être, c'est tout ce qui va vous confirmer en tant qu'être, c'est tout ce qui va être visible aux yeux de tous en tant qu'être, et les structures cognitives, c'est tout ce qui va être dans les formes du connaître, donc dans les formes de vos pensées, de vos représentations. Entre le cours du monde et les attentes à son propos, qui rend possible ce rapport au monde que Husserl décrivait sous le nom de attitude naturelle ou expérience doxique, mais en omettant d'en rappeler les conditions sociales de possibilité. Voilà. Donc on parle d'attitude naturelle, l'attitude naturelle de la femme, mais on oublie souvent d'en rappeler les conditions sociales. Qu'est-ce qui a fait, quelles conditions sociales ont fait que ces attitudes étaient possibles? Cette expérience appréhende le monde social et ses divisions arbitraires, à commencer par la division socialement construite entre les sexes, comme naturelle, évident, et enferme à ce titre une reconnaissance entière de légitimité. Bon, on vit dans une société, si on le tourne de manière extrêmement absurde, on peut en souligner l'absurde. C'est ce que ne va pas dire Bourdieu, parce que Bourdieu, vous savez que Bourdieu dit on lui a déjà reproché de ne pas être drôle, de ne jamais faire de blagues dans ses livres. Il dit, moi je suis pas là pour rigoler, monsieur. Voilà. Bon, si Bourdieu voulait démontrer cette chose-là par l'absurde, il dirait « Comment est-ce possible qu'il nous paraisse aussi légitime, aussi naturel, aussi admis, aussi commun, aussi banal, le fait qu'avoir un truc qui pendouille entre les jambes, ça fasse de toi une personne totalement différente que si tu n'en avais pas. Comment est-ce que le fait qu'avoir une... Enfin, comment est-ce que le fait qu'avoir un truc, avoir des couilles et une bite, ça te place aussi différemment dans la société que de ne pas en avoir? Parce qu'en l'occurrence, là, on parle vraiment de sexe. Là, on parle pas de genre quand on parle des origines historiques de la domination masculine, parce que
évidemment que la notion de genre étant postérieure aux origines historiques de la domination masculine, ce serait compliqué de l'inclure là-dedans. C'est faute d'apercevoir l'action des mécanismes profonds, tels que ceux qui fondent l'accord des structures cognitives et des structures sociales, et par là l'expérience doxique du monde social, donc l'expérience doxique c'est attitude naturelle, hein. Par exemple, dans nos sociétés, la logique reproductrice du système d'enseignement, que des penseurs d'obédience philosophique très différentes peuvent imputer tous les effets symboliques de légitimation ou de sociodicée à des facteurs ressortissants à l'ordre de la représentation plus ou moins consciente et intentionnelle. Bref, la force de l'ordre masculin se voit au fait qu'il se passe de justification. C'est fort ça comme phrase. Alors on a une petite note de bas de page. On a souvent observé que tant dans la perception sociale que dans la langue, le genre masculin apparaît comme non marqué, neutre en quelque sorte. Ah c'est marrant. On est en 98 et Bourdieu nous parle du neutre masculin. Et ça c'est une problématique que les féministes, dont les féministes se sont emparées finalement assez récemment. Enfin en tout cas se sont emparées pleinement assez récemment. Parce qu'elles s'en sont emparées il y a longtemps, mais elles s'en sont emparées pleinement au sens militant que depuis très récemment. Donc, on a souvent observé, je relis la note de bas de page, tant dans la perception sociale que dans la langue, le genre masculin apparaît comme non marqué, neutre en quelque sorte, par opposition au féminin qui est explicitement caractérisé. Dominique Merlier a pu le vérifier dans le cas de la reconnaissance du sexe de l'écriture, les traits féminins étant seuls perçus comme présents ou absents. Donc la force de l'ordre masculin se voit au fait qu'il se passe de justification. Et là, c'en est aussi une preuve. Si vous écrivez une phrase et qu'à la fin de votre phrase, il n'y a pas de « et eux », c'est masculin. Voilà. S'il n'y a pas la marque du féminin, c'est masculin. On n'a pas besoin de justifier l'ordre masculin. L'ordre masculin ne se justifie pas. La vision androcentrique s'impose comme neutre et n'a pas besoin de s'énoncer dans des discours visant à la légitimer. Voilà, c'est tellement inscrit dans nos schèmes, c'est tellement inscrit dans nos représentations, dans nos attitudes, dans nos habitus, qu'on n'a pas besoin de faire de discours pour légitimer le fait que la domination masculine a lieu d'être. Il est remarquable, là c'est encore une note de bas de page, il est remarquable par exemple que l'on ne rencontre pratiquement pas de mythe justificateur de la hiérarchie sexuelle, sauf peut-être le mythe de la naissance de l'ogre. Et le mythe visant à rationaliser la position normale de l'homme et de la femme dans l'acte sexuel. J'en parlerai plus loin. Oui, c'est vrai. On a plein de mythes. Comment il dit fondateurs, c'est ça? Mythes justificateurs. Bon, on a plein de mythes fondateurs. On a les mythes fondateurs, c'est-à-dire les mythes qui expliquent la création de l'homme. Vous savez que chez les Grecs, il y a l'androgyne qui est un homme et une femme qui sont coupés en deux, etc. On a des mythes pour tout expliquer. On a des mythes qui expliquent le jour et la nuit. On a des mythes qui expliquent la naissance de la lune, la naissance du soleil. On a des mythes qui expliquent... Voilà, vous lisez la Genèse, vous avez le mythe qui explique tout. Hein. On vous explique absolument tout. Mais on ne vous explique jamais pourquoi l'homme est supérieur à la femme. Parce qu'on n'a pas besoin de le légitimer. Parce que c'est tellement évident qu'il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi l'homme est supérieur à la femme. L'ordre social fonctionne comme une immense machine symbolique tendant à ratifier la domination masculine sur laquelle il est fondé. C'est la division sexuelle du travail, distribution très stricte des activités imparties à chacun des deux sexes, de leurs lieux, leurs moments, leurs instruments. C'est la structure de l'espace, avec l'opposition entre le lieu d'assemblée ou le marché, réservé aux hommes, et la maison, réservée aux femmes, ou à l'intérieur de celle-ci, entre la partie masculine avec le foyer et la partie féminine avec l'étable, l'eau et les végétaux. C'est la structure du temps, journée, année agraire ou cycle de vie, avec les moments de rupture masculins et des longues périodes de gestation féminine. Le monde social construit comme réalité sexuée et comme dépositaire de principes de vision et de division sexuants. Voilà. Ce programme social de perception incorporée s'applique à toutes les choses du monde et en premier lieu au corps lui-même, dans sa réalité biologique. C'est lui, le corps, qui construit la différence entre les sexes biologiques, conformément au principe d'une vision mythique du monde enraciné dans la relation arbitraire de domination des hommes sur les femmes, elle-même inscrite avec la division du travail dans la réalité de l'ordre social. Bon, on a ce programme social de perception s'incorpore même à la réalité biologique. Bon, elle s'incorpore en premier lieu à la réalité biologique. Réalité biologique, donc je vous expliquais, hein, vous avez une couille et une bite, donc a priori, dans l'ordre social, dans la division du travail, etc., vous aurez une place qui est avantageuse par rapport à celle des femmes, et le foyer qui ne sera pas votre place à vous, si vous êtes un homme.
La différence biologique entre les sexes, c'est-à-dire entre les corps masculins et féminins, et tout particulièrement la différence anatomique entre les organes sexuels peut ainsi apparaître comme la justification naturelle de la différence socialement construite entre les genres, et en particulier de la division sexuelle du travail. Et ben vous voyez, je vous disais qu'il n'allait pas le dire, il l'a dit. Il l'a dit, il le dit de manière beaucoup plus détournée, beaucoup moins cash que ce que j'ai dit moi, mais on a clairement Bourdieu qui nous dit, si vous avez une bite, ça vous donne une position particulière dans la division du travail. C'est quand même particulier. Hein. Ensuite, on a un petit schéma. Sauf que il est très petit ce schéma. Schéma synoptique des oppositions pertinentes. Je vais essayer de le trouver sur Google. Schéma synoptique des oppositions pertinentes. Ah, mais il est sur Google, mais c'est pas magnifique ça. On va regarder ensemble. On va regarder ensemble ce schéma. Et ça va être formidable. On va faire quelque chose de formidable. Alors c'est bon, la police d'écriture est pas géniale sur ce truc-là. Je vais diminuer ma caméra, je vais l'enlever et on va regarder ensemble cette chose-là. Donc on a de gauche à droite la religion et de haut en bas le sexe. Donc au-dessus vous avez masculin. Et en bas vous avez féminin. Donc vous voyez tout ce qui est accordé. Donc c'est ça un schéma synoptique. On peut lire ce schéma en s'attachant soit aux oppositions verticales, sec, humide, haut, bas, droite, gauche, masculin, féminin, etc., soit aux processus, ceux du cycle de vie, mariage, gestation, naissance, etc., ou ceux de l'année agraire et au mouvement, ouvrier, agricole, entrer, faire. Ok, entrer, sortir. Bon. Donc, vous avez une division, vous voyez, en fait, vous avez ici, là, une barre qui divise hommes et femmes, hein. S'ouvrir, sortir, c'est du côté des hommes, la poutre maîtresse, le dehors. Alors le dehors appartient évidemment aux femmes, hein, aux hommes. Le dehors, c'est les champs, c'est l'assemblée, c'est le marché. Le masculin dominant, sacré, droit. Donc en fait, plus on s'éloigne de la religion, j'ai l'impression, ou alors c'est l'inverse. J'essaie de bien lire ce graphique. Des visions qui n'existent en plus que de façon artificielle dans notre société. Bien sûr. Ventre, grenade, perdrix, poule, toutes les choses qui sont donc associées aux femmes. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit On a le mur du métier à tisser et le mur de l'obscurité. On a beaucoup de choses qui nous sont dites là-dedans. On va essayer de continuer de lire ce qu'il nous dit. Pour réussir à bien comprendre ce que ça veut dire. Je perçois un petit peu ce que ça veut dire, toutes ces choses-là. Mais alors vraiment, ce qu'on peut en faire, on va voir. On va le laisser là pour que vous puissiez le regarder. Désolé pour ceux qui regardent en très mauvaise qualité. Mais est-ce que je peux pas vous montrer aussi le schéma en meilleure qualité, tout simplement, hein. Alors attendez. Que je peux pas faire ça. Ah non, c'est trop petit. Est-ce que là, ça va être de meilleure qualité? C'est quand même plus joli là, non? Vous voulez que je le mette sur le Discord, les gens? Je le mets sur le Discord aussi, si vous voulez. Je peux faire les deux. Donc ceux qui sont sur le Discord, hein, vous pouvez aller regarder sur le Discord. L'image, je l'ai également mise. Donc on va essayer de continuer de lire un peu. Le corps et ses mouvements matrices d'universaux qui sont soumis à un travail de construction sociale ne sont ni complètement déterminés dans leur signification, sexuelle notamment, ni complètement indéterminés en sorte que le symbolisme qui leur est attaché est à la fois conventionnel et motivé. Donc perçu comme quasi naturel. Du fait que le principe de vision sociale, donc le principe social de vision, il devrait plutôt dire, construit la différence anatomique et que cette différence socialement construite devient le fondement et la caution d'apparence naturelle de la vision sociale. Donc on vous dit, les hommes sont supérieurs parce qu'ils ont une bite, et comme ça vous avez l'impression que cette différence entre les hommes et les femmes est naturelle. Alors qu'il n'y a pas de lien clair. Ou alors, je suis complètement con, mais il n'y a pas de lien clair entre votre anatomie, votre physique, et votre place légitime dans l'outil de production, votre place légitime dans la division du travail. Donc,
comment est-ce que l'anatomie peut justifier quoi que ce soit en ce qui concerne le travail? Voilà, c'est la caution d'apparence naturelle de la vision sociale qui la fonde. On a ainsi une relation de causalité circulaire qui enferme la pensée dans l'évidence de rapports de domination inscrits à la fois dans l'objectivité sous forme de division objective et dans la subjectivité sous forme de schème cognitif qui, organisé selon ces divisions, organise la perception de ces divisions objectives. Donc on a quelque chose qui est circulaire. L'homme a une position supérieure dans l'outil de production parce que il a un sexe. Le fait qu'il a un sexe le rend supérieur parce que l'homme est supérieur dans l'outil de production, parce que les symboles de la domination, les symboles de la supériorité sont des symboles masculins, parce que l'homme, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement cyclique. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Si on lit de gauche à droite, hein, on a masculin dominant sacré droit. Donc quand on s'approche, en fait là vous voyez, vous avez ici une flèche qui vous montre que quand on s'approche de la masculinité, on passe directement du dedans au dehors, on passe de l'humide au sec, le sec représentant le conflit visiblement. Donc le dedans, évidemment, la femme reste à l'intérieur, etc. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Féminin, nature, cultivé, sacré, gauche, dominé, froid, nord, nuit, hiver, officieux, magique, ordinaire, bas gauche, de droite à gauche, tordu, nature, sauvage. Ah, et vous pouvez lire aussi, si vous lisez en fait, vous voyez, il y a des barres obliques, et vous pouvez voir aussi les choses qui y sont associées selon l'âge aussi. Vous pouvez lire ça selon l'âge et selon le sexe. Il y a beaucoup de choses, je pense, à faire de ça, mais je propose qu'on s'y attarde pas trop parce que c'est quand même assez velu en termes de sémantique. Hein. Si vous avez des remarques à faire sur le tableau, des choses qui vous intriguent et des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas, surtout pas à les dire, évidemment. Euh, je suis pas sûr de savoir trop quoi en faire pour être pertinent. Hein. La virilité, dans son aspect éthique même, c'est-à-dire en tant que quidité du virtus, point d'honneur. Alors le virtus, je ne sais pas comment vous prononcez le latin, est-ce que vous dites v ou est-ce que vous dites ou? Bon, on m'a appris à dire ou. Donc le virtus, l'homme, la virilité, la vertu, hein, virilité et vertu, c'est la même étymologie. Hein. Point d'honneur, principe de la conservation et de l'augmentation de l'honneur, reste indissociable au moins tacitement de la virilité physique, à travers notamment les attestations de puissance sexuelle, défloration de la fiancée. Ah oui, ouais, c'est pas une meuf qui va vous déflorer, hein. C'est vous qui allez déflorer la meuf, les bonhommes qui ont des muscles, des muscles. Bon, donc tout ça, ce sont des attestations de puissance sexuelle, la défloration de la fiancée, abondante progéniture masculine, etc., qui sont attendues de l'homme vraiment homme. Ah oui, et l'homme, il faut qu'il fasse des mecs. Hein. L'homme, quand il baisse sa nana, c'est pas pour que la nana lui ponde d'autres nanas. Hein. Non, l'homme viril, c'est l'homme qui a des fils, et qui leur apprend à se battre, et qui leur apprend à être des bonhommes. Le U et le V étant la même lettre, donc généralement on dit virtus. Oui, moi je dis virtus, moi on m'a appris à dire ça. Mais la prononciation d'une langue morte, en l'occurrence le latin, on sait quand même pas mal comment ça se prononce. Hein. On a la chance d'avoir tellement de supports littéraires en latin qu'on a assez peu de doutes sur comment ça se prononce. On comprend que le phallus, toujours présent métaphoriquement mais très rarement nommé et nommable, concentre tous les fantasmes collectifs de la puissance fécondante. Où est-ce qu'on va retrouver du phallus ici? Regardez, ouais, ça c'est un exercice intéressant. Où est-ce qu'on trouve du phallus là-dedans? Hein? Dans le ciel, parce qu'on est vers le haut c'est l'érection, on a du phallus dans le... on a le blé, on a le couteau, on a le fusil, là, on a la faucille, tout ça ce sont des formes très phalliques. Le peigne accardé, moisson, meurtre, coupe du tissage. Est-ce qu'on retrouve des choses phalliques chez les femmes? Le ventre, la grenade, la perdrix, la poule? Non, hein. On comprend que le phallus, toujours présent métaphoriquement mais très rarement nommé et nommable, concentre tous les fantasmes collectifs de la puissance fécondante. Note de bas de page. La tradition européenne associe le courage physique ou moral à la virilité. Avoir des couilles.
comme la tradition berbère, établit explicitement un lien entre le volume du nez, nif, symbole du pouvoir, symbole du point d'honneur, et la taille supposée du phallus. Ah oui, d'accord, donc vous savez que, bah, voilà, je vous disais que j'avais des origines kabyles, en l'occurrence. Voilà, hein, ça se voit aussi ici. Et apparemment, donc chez les Kabyles, il y a cette chose, il y a ce stéréotype, ce cliché qui veut que les hommes qui ont un grand nif, qui ont un grand nez, mais nif qui veut aussi dire donc du coup point d'honneur, euh, ça suppose la taille de votre sexe. Donc avoir un nez énorme, ça suppose que vous avez un sexe énorme et donc beaucoup d'honneur. C'est féminin, mais c'est un symbole phallique. Pourquoi c'est féminin l'épée? Tu trouves ça féminin une épée? Il y a épée dans les trucs féminins? Là, j'ai peut-être pas compris tout. J'imagine pas Gérard Depardieu. N'importe quoi. À la façon des beignets ou de la galette que l'on mange lors des accouchements, des circoncisions, des poussées de dents, il monte ou il lève. Le schéma ambigu du gonflement est le principe générateur des rites de fécondité qui destinaient à faire enfler mimétiquement le phallus et le ventre de la femme, par le recours notamment à des nourritures qui gonflent et font gonfler, s'impose dans les moments où l'action fécondante de la puissance masculine doit s'exercer comme les mariages, et aussi lors de l'ouverture des labours, occasion d'une action homologue d'ouverture et de fécondation de la terre. Bon. L'ambiguïté, alors je regarde juste, sur les nourritures qui se gonflent comme les uftiennes et qui font gonfler, il faut lire le sens pratique. Il faut lire ça, page 412. Ah mais j'ai pas la même édition que lui, il dit. Bon, tant pis. Et sur la fonction des actes et des objets mystiquement ambigus, surdéterminés ou flous. D'accord, bon. L'ambiguïté structurale, manifestée par l'existence d'un lien morphologique, par exemple entre Albourg, j'imagine que ça se prononce Albourg, désolé si Abour, désolé s'il y a des Kabyles ici, entre Abour, le pénis, et Tabourt, féminin, de Abour, le sein. D'accord. Donc il y a un lien entre le pénis et le sein, visiblement. Donc le sein est très sexualisé, en tout cas dans la tradition kabyle. D'un certain nombre de symboles liés à la fécondité, peut s'expliquer par le fait qu'il représente différentes manifestations de la plénitude vitale, du vivant qui donne la vie, à travers le lait et le sperme assimilé au lait. Le terme le plus évocateur, ça c'est une note de bas de page, est emboule, au sens propre vessie, gros boudin, mais aussi phallus. Ah oui, il y a beaucoup de choses entre le ventre, les seins, le phallus, chez les Kabyles. Bon. C'est genré comme ça, mais la mort, c'est associé au masculin dans le graphique. Ah, mais vous dites par rapport au fait que c'est le mot est féminin lui-même, qu'on dit la mort. Je comprenais pas quand vous me disiez qu'une épée c'était féminin. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. En fait, il y a pas de raison étymologique qui fait qu'on dit plutôt une épée ou un épée. C'est vraiment juste le hasard de la prononciation en général qui fait qu'on va plutôt prononcer un mot comme ça ou comme ça. Et on remarque en indo-européen la forme A, comme le A de rosa en latin, qui signifie le féminin. Sauf que quand on fait le passage de ces langues-là à nos langues romanes à nous, on constate aucune cohérence. Notamment, énormément de mots qui sont masculins chez nous sont espagnols, sont féminins en espagnol, etc. Il y a vraiment des glissements qui se font qui sont juste par simple praticité de prononciation, etc. Il y a aucune sémantique, il y a aucun sens qui est lié au fait qu'un mot soit plutôt féminin ou plutôt masculin. Oui, 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 oui. Non, nous on parle pas du tout de ça, hein. On parle pas du tout du fait que le mot soit de tel ou tel genre, hein. Lorsque les femmes s'absentent pendant une longue période, on dit à leurs femmes... lorsque les hommes s'absentent pendant une longue période, on dit à leurs femmes qu'ils vont revenir avec un broc de petit lait, de lait caillé. Donc là, il y a une référence avec le sperme là qui a l'air un peu crado, hein. D'un homme peu discret dans ses relations extra-conjugales, on dit qu'il a versé du petit lait sur sa barbe. Il a mangé et bu, signifie il a fait l'amour, résisté à la séduction, c'est ne pas verser du petit lait sur sa poitrine. D'accord, je suis pas sûr de tout comprendre. Même relation morphologique entre Tamelalt,
l'œuf, symbole par excellence de la fécondité féminine, et Iminelen, les testicules. On dit du pénis que c'est le seul mâle qui couve 2 œufs. On dit du pénis, pardon, on dit du pénis que c'est le seul mâle qui couve 2 œufs. Je voulais pas voir mon yaourt sous cet angle, laissez-moi manger en paix. Mais vous aurez appris aujourd'hui que chez les Kabyles, on dit de la bite que c'est le seul mâle qui couve 2 œufs. Et les mêmes associations se retrouvent dans les mots désignant le sperme, zel, et surtout lamara, et qui, par racine, anmar, c'est remplir, prospérer, évoque la plénitude, ce qui est plein de vie, ce qui emplit de vie. Le schème du remplissement, plein, vide, fécond, stérile, etc., se combinant régulièrement avec le schème du gonflement dans la génération des rites de fertilité. En associant l'érection phallique à la dynamique vitale du gonflement, qui est immanente à tout le processus de reproduction naturelle, germination, gestation, etc., la construction sociale des organes sexuels enregistre et ratifie symboliquement certaines propriétés naturelles indiscutables. Donc, comme on va associer, ça c'est super compliqué en fait, comme on va associer au gonflement, bah on va voir que les germes gonflent quand on les plante, on va voir que le ventre de la femme gonfle quand elle a de la vie à l'intérieur de son ventre, on va voir qu'un certain nombre de choses gonflent quand ils vont gagner de la puissance, quand ils vont gagner de la puissance vitale. Du coup, on va dire que l'homme est puissant parce que l'homme est plein de vie, parce que lui, il a un phallus en érection, parce que ça, c'est quelque chose qui est véritablement empui de puissance virile, de virilité, voilà. Donc, plutôt que de lier directement la puissance à tout ce qui est masculin, on va lier la puissance à des choses qu'on va ensuite lier au masculin. Et ça va être indiscutable du coup, effectivement, parce que comme on a déjà accepté des choses auparavant, on va pas pouvoir remettre en question celles qu'on nous met sous les yeux. Elle contribue ainsi avec d'autres mécanismes dont le plus important est sans doute, comme on l'a vu, l'insertion de chaque relation, plein vide, par exemple. Hein. Donc les relations c'est ça, hein, c'est plein vide, dedans, dehors, sec, humide. Donc l'insertion de chaque relation dans un système de relations homologues et interconnectées a transmuté l'arbitraire du nomos social en nécessité de la nature. Cette logique de la consécration symbolique des processus objectifs, cosmiques et biologiques notamment, qui est à l'œuvre dans tout le système mythico-rituel, avec par exemple le fait de traiter la germination du grain comme résurrection, événement homologue à la renaissance du grand-père dont le petit-fils sanctionné par le retour du prénom. Bon, on a des choses qui sont très très compliquées dans l'ethnographie, hein. Mais en gros, oui, la résurrection du grand-père, c'est juste le fait que très souvent les gens portent les noms de leurs grands-parents, enfin de leur grand-père ou de leur grand-mère. Donne un fondement quasi objectif à ce système et par là la croyance renforcée aussi par son unanimité dont il est l'objet. Lorsque les dominés appliquent à ce qui les domine des schèmes qui sont les produits de la domination, ou en d'autres termes, lorsque leurs pensées et leurs perceptions sont structurées conformément aux structures même de la relation de domination qui leur est imposée, donc lorsque la domination est intériorisée, lorsque la domination est acquise par le dominé, leurs actes de connaissance sont inévitablement des actes de reconnaissance, de soumission. Donc quand, en l'occurrence, une femme va percevoir chez un homme des signes qui ont été liés historiquement à la fertilité et donc à la virilité, la femme va se soumettre. D'accord ? La femme va faire un acte de reconnaissance, c'est-à-dire je vais reconnaître chez toi, chez telle personne, cette virilité-là. Et par la reconnaissance que j'ai de cette virilité, je suis obligé de me soumettre, parce que ça veut dire que j'ai accepté d'emblée les codes sociaux, les représentations sociales, ou les représentations socialement produites de la société dans laquelle je vis. Je les ai acquises, ces représentations-là, je les ai acceptées, et donc je me soumets à ce que je trouve légitime. Mais pour étroite que soit la correspondance entre les réalités ou les processus du monde naturel et les principes de vision et de division qui leur sont appliqués, il y a toujours place pour une lutte cognitive à propos du sens des choses du monde et en particulier des réalités sexuelles. Donc il y a toujours lieu de se battre, il reste toujours un petit peu de place pour une lutte cognitive, c'est-à-dire pour remettre en question la légitimité de ces représentations-là. L'indétermination partielle de certains objets, donc le fait que ces objets-là ne soient pas déterminants, ne soient pas déterminés, autorise en effet des interprétations antagonistes, offrant aux dominés une possibilité de résistance contre l'effet d'imposition symbolique. Donc, certains objets vont être le lieu d'une résistance symbolique.
C'est ainsi que les femmes peuvent s'appuyer sur les schèmes de perception dominants, haut, bas, dur, mou, droit, courbe, sec, humide, etc., on en a déjà parlé, qui les conduisent à se faire une représentation très négative de leur propre sexe, pour penser les attributs sexuels masculins par analogie avec des choses qui pendent, molles, sans vigueur. Ah, en gros, ce qu'il dit, c'est que on peut avoir un lieu de lutte aussi dans ce que, comme les... J'aimerais bien qu'on ne voit pas ça, j'aimerais bien que ce soit un peu plus nickel. Comme les attributs masculins sont extrêmement positifs, comme les attributs masculins sont des choses qui sont de l'ordre du mélioratif, hein, et jamais du péjoratif. Du coup, nécessairement, les attributs féminins sont de l'ordre du mauvais, du mal, du nul, du faible, du débile dans le sens de fragile, hein, pas dans le sens de idiot. Comme ces choses-là, comme tous les attributs qui sont féminins, manque de vigueur, manque de virilité, manque de puissance, etc. Et bah du coup, les femmes, pour lutter contre ces déterminations, vont attribuer aux hommes des attributs féminins, parce que ces attributs-là, elles les considèrent elles-mêmes comme étant péjoratifs. Mais c'est un signe de leur... c'est un signe de leur domination. Quand une femme vous dit... Alors attendez, je vais juste faire un nœud là-dessus, ça me saoule. Hop. Quand une femme dit à un homme, je vais arrêter de dire vous dit parce qu'il y a plein de femmes ici, donc je sais pas pourquoi je continue de. Quand une femme dit à un homme, t'as pas de couilles, elle a intériorisé le fait que ne pas avoir de couilles c'était quelque chose d'extrêmement négatif. Ne pas avoir de couilles c'est quelque chose de péjoratif. C'est une remarque qui est très désobligeante. T'as pas de couilles. Mais si elles ont intériorisé ça, c'est bien qu'elles sont soumises. C'est bien qu'elles ont acquis cette domination masculine. Parce que ça veut dire qu'elles-mêmes, elle s'associe à quelque chose qui est éminemment négatif. Donc une femme qui dit à un homme « t'as pas de couilles », et c'est quelque chose qui arrive très souvent quand même, c'est une femme qui a complètement accepté les représentations sociales qu'on lui a dit d'accepter. Enfin, qu'elle a été produite pour accepter en réalité, personne ne lui a dit de le faire. Et même tirer parti de l'état diminué du sexe masculin pour affirmer la supériorité du sexe féminin. Comme dans le dicton « toi, tout ton attirail pend », alors bon, ça c'est une expression kabyle. « Toi, tout ton attirail pend, dit la femme à l'homme, tandis que moi, je suis une pierre soudée. » D'accord, donc ça c'est un dicton, écoutez... Ainsi, la définition sociale des organes sexuels, loin d'être un simple enregistrement de propriétés naturelles, directement livré à la perception, est le produit d'une construction opérée au prix d'une série de choix orientés, ou mieux au travers de l'accentuation de certaines différences, ou de la scotomisation. Alors on va regarder ce que ça veut dire scotomisation, parce que je ne sais pas. La scotomisation, c'est le rejet inconscient, hors du champ de conscience d'une réalité pénible pour le sujet. C'est un déni de la réalité, d'accord. Donc on va relire cette phrase en sachant ce que veut dire scotomisation, c'est le rejet de choses qu'on n'aime pas. Donc c'est le déni, hein. Ainsi, les définitions sociales des organes sexuels, loin d'être un simple enregistrement de propriétés naturelles, directement livré à la perception, est le produit d'une construction, opérée d'une série de choix orientés au mieux à travers de l'accentuation de certaines différences, ou de la scotomisation, donc du déni de certaines similitudes. On va nier les similitudes qu'il y a entre les personnes qui ont des vagins et les personnes qui ont des zizis. La représentation du vagin comme phallus inversé, que Marie-Christine Pouchel découvre dans les écrits d'un chirurgien du Moyen-Âge, obéit aux mêmes oppositions fondamentales entre le positif et le négatif, l'endroit et l'envers, qui s'imposent dès que le principe masculin est posé en mesure de toute chose. Voilà. Dire qu'une femme... pardon. Du tout, non, toutes les femmes n'ont pas de vagin. Pardon, il faut encore que je me déconstruise. Dire que une personne qui a un vagin, c'est quelqu'un qui a l'inverse d'un pénis, c'est donner le pénis comme mesure de toute chose. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui a un pénis, c'est pas quelqu'un qui a un vagin inversé? Pourquoi est-ce que ça marche dans un sens et pas dans l'autre? Donc le pénis reste la mesure de toute chose. C'est là qu'on a un phallonarcissisme, j'avais envie de réutiliser ce mot. Sachant ainsi que l'homme et la femme sont perçus comme deux variantes supérieures et inférieures de la même physiologie, on comprend que, jusqu'à la Renaissance, on ne dispose pas de termes anatomiques pour décrire en détail le sexe de la femme, que l'on se représente comme composé des mêmes organes que celui de l'homme, mais organisé autrement. Et aussi que, comme le monstre, le monstre Yvonne, non, le montre,
Et aussi que, comme le montre Yvonne Kniebieler dans les anatomistes du début du 19e siècle, Viret notamment, prolongeant le discours des moralistes, tente de trouver dans le corps de la femme la justification du statut social qui lui assigne au nom des oppositions traditionnelles entre l'intérieur et l'extérieur, la sensibilité et la raison, la passivité et l'activité. Et il suffirait de suivre l'histoire de la découverte du clitoris, tel que le rapporte Thomas Laqueur, en la prolongeant jusqu'à la théorie freudienne de la migration de la sexualité féminine du clitoris au vagin, pour achever de convaincre que, loin de jouer le rôle fondateur qu'on leur assigne parfois, les différences visibles entre les organes sexuels masculins et féminins sont une construction sociale qui trouve son principe dans les principes de division de la raison androcentrique, elle-même fondée dans la division des statuts sociaux assignés à l'homme et à la femme. Bon, en l'occurrence, vous savez que Freud dit que y a les femmes qui sont vaginales et les femmes qui sont clitoridiennes. Aujourd'hui, on sait que c'est totalement faux. Bourdieu semble déjà le suggérer, que c'est totalement faux. L'orgasme féminin est provoqué par un organe, et un seul organe, en réalité, c'est le clitoris. Mais qui est beaucoup plus grand que ce qu'on croyait à l'époque. Bon. Mais en tout cas, c'est toujours des choses qui sont liées à la présence du pénis. C'est-à-dire que le sexe féminin, le vagin, est toujours étudié en fonction de ce dont il est différent avec le pénis. En fonction de ce qu'il est différent avec le pénis. Petite note de bas de page. Parmi les innombrables études qui montrent la contribution de l'histoire naturelle et des naturalistes à la naturalisation des différences sexuelles et raciales, la logique est la même, on peut citer celle de blablabla, c'est des noms, qui montrent comment les naturalistes attribuaient aux femelles des animaux la pudeur qu'ils espéraient trouver dans leurs épouses et leurs filles. Ah ouais, ils étudiaient les animaux en disant « les femelles, elles sont plus pudiques ». Parce que c'est de la projection, en fait, tout simplement. Comment, au terme de leur recherche de l'hymen, ils concluaient que seules les femmes sont providentiellement dotées d'un hymen, gardien de leur chasteté, vestibule de leur sanctuaire, et que la barbe, souvent associée à l'honneur masculin, différencie les hommes des femmes moins nobles. Et des autres races, parce qu'il y avait des races aussi, des races. Non, il n'y a pas de race, hein. Mais là, je cite Bourdieu, mais on considérait qu'il y avait des races, pendant très longtemps, on a considéré qu'il y avait des races humaines, dont certaines n'ont pas de barbe. Effectivement, les Indiens d'Amérique, quand les colons sont arrivés, eux avaient déjà vu les Vikings et avaient prophétisé le retour des hommes blancs avec des cheveux sur le visage. Les schèmes qui structurent la perception des organes sexuels et plus encore de l'activité sexuelle s'appliquent tout aussi au corps lui-même, masculin ou féminin, qui a son haut et son bas, la frontière étant marquée par la ceinture, signe de clôture, celle qui tient sa ceinture serrée, qui ne la dénoue pas est considérée comme vertueuse, chaste, et limite symbolique, au moins chez la femme, entre le pur et l'impur. Il est très long ce chapitre. Est-ce que... je vous propose, parce que là vous êtes très à l'écoute ou très endormi, est-ce qu'on passe à 14 juillet et est-ce qu'on retourne sur la domination masculine bientôt, ou est-ce que vous voulez continuer sur la domination masculine? Que ceux qui veulent rester sur la domination masculine parlent maintenant ou se taisent à jamais, sachant qu'on y reviendra forcément, hein.